Le sujet, c'est ces fameuses Yud Gimel Midot, Torah Nidreshet Bahem, les 13, je ne sais même pas comment on peut traduire les textes, les 13 outils, 13 méthodes d'interprétation de la Torah, d'après Rabbi Ishmael, ceux qui connaissent. Il y a eu 7 midot de Ken, il y a eu 13 midot de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva a une liste un peu différente. Et après, il y a une liste pour l'Agada qui fait 32 midot. Mais donc, les règles les plus connues, c'est ces fameuses 13 midot de Rabbi Ishmael, que je partage tout de suite sur le Zoom, parce que vous allez voir qu'on va tout de suite se heurter à des difficultés quand même. C'est le but du jeu. Partager l'écran. Là. Hop. Franchement, c'est les nouveaux arrivants sur le groupe qui n'ont pas le message épinglé. Ouais. Si, normalement, même quand tu as une nouvelle arrivant sur le groupe, le message il est épinglé, mais il faut savoir qu'il y en a un épinglé sinon. Il n'y a pas un truc en haut Non, parce qu'il est arrivé aujourd'hui sur le groupe. Ouais. Non? Ouais. Aujourd'hui, ouais. C'est pour ça. Ah, et tu vois pas les messages épinglés? Non, mais je peux le. Tu peux écrire à Zuckerberg et lui dire de régler ça. C'est juste plus possible. Bon, je remettrai le texte. Le télécharge, Ouais, je veux bien. Bon, de toute façon, avant de rentrer dans le texte, avant de rentrer dans le commentaire, on va relire cette liste que vous devez connaître si vous faites vraiment votre fila et vous ne commencez pas à Odoo, parce que c'est la fin des corbanotes. Ça s'énonce comme ça. Donc là, je vous ai mis la liste telle qu'on la présente de manière canonique, mais vous allez voir assez vite qu'il y a des problèmes. Rabbi Ishmael Omer, Bishosh Estre Midot HaTorah Nidreshet Bahem. La Torah est interrogée par le biais de 13 mesures, littéralement. Mikal Vachomer, Klal Ufrat, Klal Yatadain Yakin Prat, Mikal Shutzer Lifrat, מפרט שהוא תשאר בכלל, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד או ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון תורן אחר אחד שהוא אחר, il faudrait voir comment la guerre ça, שהוא כעניינו יצא להקל לא להחמיר, כל דבר שהיה בכלל יצא לטעון תורן אחר שלא כעניינו יצא להקל ולהחמיר, כל דבר שהיה בכלל יצא לדון בדבר חדש, אתה יכול להחזירו יכללו עד שיחזר נוח כתוב ויכללו בפירוש, דבר על המין מעניינו ודבר על המין מסופו. המחשין זה את זה עד שיבוא הכותוש השישי ויכריע ביניהם. Donc je traduis de manière très bétasse par un raisonnement du léger au grave, par un décret d'égalité, par la construction d'un principe à partir d'un seul verset ou la construction d'un principe à partir de deux versets. Particulier et d'un général. Général, particulier et général, tu ne peux juger que sur la base du particulier. À partir d'un général qui a besoin d'un particulier, à partir d'un particulier qui a besoin d'un général. Toute chose qui était inclue dans un cas général et qui est quelque chose, il n'enseigne pas sur lui-même, mais sur la généralité. Toute chose qui était inclue dans un cas général et sort pour donner un enseignement précis, qui relève du même sujet, il sort aussi bien pour donner un autre argument qui n'est pas du même sujet, sort pour être plus léger et plus dur. Toute chose qui était dans un cas général et qui sort pour juger dans une nouvelle chose, tu ne peux pas le
faire rentrer dans le cas général jusqu'à ce que l'écriture le remette dans le cas général explicitement, une chose qu'on apprend de son contexte et une chose qu'on apprend de sa fin, et un couple, en fait, c'est un oxymore, un trépied, parce que Cannes, c'est pas Ren, hein, c'est Cannes. Un Cannes, normalement, c'est un trépied, c'est quelque chose qui est stable parce qu'il y a trois pieds. Mais quelque chose un trépied à deux pieds qui se contredisent l'un l'autre, tu as besoin d'un troisième verset qui va venir faire la balance entre eux deux. Donc, ça, c'est les 13 midotes qui sont dans notre tradition incluses en tant qu'introduction à Sefer Vayikra. Et donc, ça s'appelle une braïta au sens où c'est un enseignement des Tanaïm qui ne se trouve pas dans la Mishnah, qui ne se trouve pas dans la Tosefta non plus, qui se trouve dans Donc voilà la présentation. Donc la liste, elle a l'air assez simple. Enfin, on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. On ne voit pas très bien la différence entre les différentes midotes, surtout dans le ventre mou avec la loufrate, etc. Mais on est d'accord qu'il y en a 13. Ok, vous voyez bien, il y en a 13. Aleph, Bet, Gimel, etc. Ça va jusqu'à 13. Bon, c'est ça qu'on va voir. Et donc, le commentaire qu'on va suivre, et c'est maintenant celui-là que je vous mets parce que je l'ai là, donc je vais pouvoir. Tu l'as remis ou pas, non? Ouais. Donc, je peux l'ouvrir et tout le monde peut l'avoir sous les yeux. On va faire le Korban Aaron. Korban Aaron, texte très intéressant. Pour vous situer, c'est pas le texte le plus connu du monde, je suis bien d'accord, mais c'est l'un des commentaires les plus fouillés sur Torah de Kohanim. Donc l'auteur, j'oublie le nom, c'est Aaron Ibn Chaim de Fès, un Marocain, bon Marocain de fin du 16e, début du 17e, à Venise, si je ne me trompe, et qui a l'avantage pour nous déjà de faire la synthèse. Connu aussi, Diagon, il a écrit un commentaire. Il y a un commentaire de Rabbi Shimshon de Chinon dans les Tosfot, dans un livre qui s'appelle Sefer HaKeritut, qui est le premier livre de Klalim sur le chasse, quoi. Donc derrière Tosfot, mais qui donc est quand même difficile d'abord. Donc lui, non seulement il fait toute cette synthèse-là, et Baruch Hashem, c'est un Marocain, et c'est un Marocain de la bonne époque, c'est-à-dire une époque où les gens ils écrivent bien et où ils ont l'esprit bien ordonné et où ils ont une approche aussi qu'on va appeler, peut-être pas scientifique, mais en tout cas voilà, méthodique et j'irais même jusqu'à dire logicienne. C'est-à-dire on sent vraiment une grande tradition de la logique, et vous allez voir dans le commentaire. On va faire des schémas qui sont des schémas de syllogisme, en fait. C'est vraiment on peut dire la philosophie, au sens où oui, la logique formelle aristotélicienne, ça fait partie de la philosophie. Donc c'est un livre de philosophie et c'est même un livre de philosophie plus pur que le Guide des Égarés, qui est un livre de défense philosophique de la religion. Et cette tradition-là, elle s'est poursuivie comme ça
dans le monde séfarade, dans le monde espagnol déjà, avec Rabbi Yitzhak Kanpanton de Darka Talmud, c'est déjà voilà, une espèce d'approche logicienne de l'exégèse talmudique, de Alichot Olam, commenté par Rabbi Yosef Karo, etc. Mais là, vous allez voir, on est vraiment en plein dedans, on est hyper méthodique. Donc c'est ça qui est sympa dans ce texte-là, parce qu'on a cette braïta de Rabbi Ishmael qui est quand même soulever l'importance. Là, on parle des méthodes de lecture de la Torah qui vont faire l'articulation entre Torah Shebirtav et Torah Shebalpé. Quand même hyper fondamental. Or, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai étudié la Gemara, c'est toujours les sougiotes, on fait semblant d'avoir compris. Ah ouais, ok, il y a une discussion sur Kal Vachomer et tout, bon, on comprend vaguement, bon, il y a une marloquette Tanaïm, bon, il y a une Xera Sheva, de toute façon, Xera Sheva, c'est Xera Takatouv, je ne cherche pas à comprendre. Klal Ufrat, Pratuklal, bon, alors qu'en fait, non, il faut fouiller. Mais effectivement, comme c'est quelque chose qui est utilisé par les Tanaïm et par les Amoraïm, donc autant quand on étudie la Gemara, et en particulier le Bavli, la lecture du Bavli, elle est facilitée parce qu'on a une surcouche, d'accord, comme en informatique, on peut coder en assembleur, en langage machine, ou alors on a des langages de surcouche qui permettent d'aller plus vite. Dans le Bavli, on a une surcouche qui est les stamaïm, qui sont tous les qui vont relier, mettre en contexte, mettre en perspective les différents débats entre Amoraïm. Okay. Et avant ça, on a déjà les Ravas qui font ce travail-là sur la génération. C'est comme ça la Chapsuka, les Marloket Hillel Shammai, comme ça sur les Midot. Moi, je sais que ça fait des années que je suis là. Je me suis dit, on va attaquer un truc sérieux, on va faire ça une bonne fois pour toutes, et ce sera fait. Une question avant de commencer. Oui. Ces 13 règles, ce sont les seules 13 règles utilisées ou en fait, il y en a d'autres Alors, qui sont pas... j'ai dit au début, mais je le répète beaucoup, effectivement, en fait, ces 13 règles sont déjà une extension des 7 règles de Hillel Hazaken. Ceux qui ont quelques souvenirs de Gemara se rappellent que très souvent, on voit dans la Gemara qu'il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, où là où Rabbi Ishmael va travailler en Klal Ufrat, Rabbi Akiva va travailler en Ribouille et Miout. Okay. Et ensuite, il y a une autre série de 32 règles qui incluent et les règles de Rabbi Ishmael et les variantes de Rabbi Akiva et d'autres règles qui sont spécifiques à la Haggadah. Okay. Mais déjà, si on fait ces 13-là, on sera bien. Okay. Je vous le dis tout de suite, donc ce Korban Aaron qui commande tout le Sifra, il a une partie qui s'appelle Midot Aaron qui est que sur les 13 Midot, et on a quand même, je vérifie, en gros, on est sur, on va être sur 79 pages. Mais ça va être sympa, ça va être sympa. Donc, voilà le truc quand même hyper méthodique, le plan de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire avant de le faire. Aperek Arishon, Yachalek, Lishne Chalakim. Donc, cette première partie introductive va être divisée en deux parties. Achalek Arishon, Minyan Amidot. Première partie, c'est cette histoire du décompte des Midot. Achalek Hasheni, Beofen Chilukam, Ve'er Holit Dotam Asef. Et Achalek Hashleshi, Binyamin. Il y a deux divisions, il en fait trois. En tout cas, la deuxième, c'est comment est divisé et comment, et là aussi le côté très rationnaliste, comment est-ce que l'intellect
engendre ces midotes-là, mais vraiment dans une vision que les midotes, c'est pas des trucs arbitraires que comme ça tombe du ciel, ne cherche pas à comprendre, ça fonctionne comme ça. Non, c'est quelque chose qui ça fait partie c'est une logique au sens strict, c'est-à-dire ça fait partie de la structure du logos, de la structure de la pensée, de la structure du langage. Et donc, dans cette deuxième partie, en fait, il nous dit, voilà, il va y avoir la question de leur division, comment est-ce qu'elles sont engendrées leur la première partie du décompte des midot. Hine, im tipne prate al midot, asher evi Rabbi Ishmael, timtseam shem, sheshesre. On va les recompter, parce que là, c'est bien gentil, on nous fait une liste avec 1, 2, 3, 4, 5, 13, ok? Mais si on les compte bien, il y en a 7. Binyan av katuv echad, binyan av mishne ktuvim, klal ufrat, prat uchlal, klal ufrat yatanana, miklat siuser lifrat, miprat siuser yamed lana. כל דבר שהיה בכלל יצא ליטון טעון אחד, כל דבר שהיה בכלל יצא ליטון טעון אחר, כל דבר שהיה בכלל ויצא ליטון בדבר חדש, דבר על המין מעניינו, דבר על המין מסופו, אחד שני חיתובים. C'est-à-dire, sur la liste des 13, il y en a 3 qui sont doubles. Binyan Av et Katouv Echad, Binyan Av et Shne Ktuvim. On a la liste classique. On a, c'est lequel Klal Sheutzer Elifrat, Prat Sheutzer Elifrat. Davar alamen minano, davar alamen bisofo. Là, c'est aussi 2 qu'on a compté pour une. Donc, Rabbi Ishmael, c'est formidable de nous dire comment ça fonctionne ce truc. Reivet Zal, Bitrilat Pirusho, le Sefer Hazeh, Reivet, au début de son commentaire sur ce livre, Kata Veze Sholo, Kol Makom Shemanu Chachamim, Tsarech Minyan, les ils te font une liste comme ça numérotée, ils font un compte de certaines choses, ou que voilà, ils te font des shiurim, ils te donnent des mesures et tout. Prends la logique derrière. Pourquoi il y en a 13 et pas 12 ou 16 pour le coup? Parce que là, tu me donnes la liste, il y en a 16. Tu me dis pourquoi. T'as pas, surtout que dire Bishosh et Sremidot à Torah Nidreshet Bahem, j'ai pas besoin. Dis-moi, Elou et Namidot à Torah Nidreshet Bahem, donne-moi la liste et je sais compter. Il y en a 16. C'est qu'il y a un enseignement derrière. Comme il le dit, Shiare, Manu Bebraïta de Rabbi Ishmael Yud Gimel Midot, que chez Baoul Fareta, Nirim Shem Chef Esre, Dog Vetishkar, Kadishma. Il y en a 13 et on compte, il y en a 16. Vercharze Amar. Donc après, il donne une réponse, il le répète. Verchalze Yebeyadecha, garde bien ce principe en tête. Chez Kol Mida, chez En Dina, Mishtane, Mechevrata. Pour chaque Mida dont le din, il va falloir comprendre ce que ça veut dire quoi, din ici. Din au sens où, on va dire conséquence halachique, je pense qu'il faut comprendre ici. Vous allez voir, parce que lui, il va introduire une autre notion halachique, et lui, il ne va pas partir là-dessus. À chaque fois que tu as une mida dont le din ne diffère pas d'une autre mida, Nirchevet ima les mida c'est compté comme une seule mida. ובזה הכלל מצא ידו לגרוע מהפרטים שלוש מידות. ולעמידן היוד גימל et c'est le Reived, il se base là-dessus pour enlever des 16 3 midot en les regroupant, donc, comme on a dit, et donc retomber sur le nombre de 13.
כי הוא אמר שהכלל הצעיר לפרט, אם הפרט שצריך לכלל, שתיהם מידה אחת. Ça, c'est une seule mida. Binyan Av mikatouv echad ou mishne ktuvim, shtehem mida achat. Là aussi, les deux Binyan Av, c'est une seule mida. Vechen davar alamen meinano, im davar alamen misofo. Donc ça, c'est vous voyez pourquoi il faut se méfier des livres qu'on a entre les mains, parce que ça fait tous des décennies qu'on a tous des soirim où il y a les 13 midot qui sont numérotés comme ça. Et en fait, c'est pas numéroté comme ça. Ça, c'est le pérouge du Reived qui nous dit pour avoir 13 midot alors qu'il y en a 16, il faut que Prachim Frechal et Prachim Frechal ce soit une, les deux Binyanav ce soit une, Davar Alamin Minano et Lavarano ce soit une. Donc on fait le décompte qu'on a vu sur le site et qu'on a dans tous nos sidurim et que vous allez trouver partout. Mais la Braïta, elle n'est pas numérotée comme ça, il n'y a pas de numéro. Ça a l'air d'être une question de mise en page, et en fait, c'est déjà une interprétation. On va voir qu'il y a d'autres interprétations sur le décompte. D'après les trois thèses, la petite thèse, dit l'auteur, Achdut shte midot. Taloui b'mahutam. Le fait que deux midot soient pas de leur din, comme dirait Eled, et on ne voit pas ce que ça veut dire exactement din, mais ça dépend qu'est-ce qu'elles sont, de leur essence. Vous voyez, c'est une vocabulaire philosophique. Hein. Consistance. Non, de ma, c'est-à-dire mahout serait de ma, de quoi. Si tu veux parler comme un philosophe, alors Mao disait leur qualité, et quand on fait de la philosophie médiévale, on dit leur quidité, parce qu'on parle latin. Donc leur quidité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'elles sont cela? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles sont? Alors, on peut parler de leur essence. L'essence, ça renvoie tout de suite à la métaphysique. Quidité, finalement, c'est plus neutre. Mais alors, il va falloir définir c'est quoi cette. Les modinale les raves, les machins. Et donc, il dit maintenant, je pose cette notion de Maout. Alors, il dit d'accord? Et donc, ça reste deux midotes. C'est deux midotes qui sont une parce qu'elles sont une dans leur essence. Ou on va dire dans leur substance, et la différence entre les deux, micri, c'est accidentel. Alors, là aussi, on est vraiment dans des notions de philo classique entre la substance et l'accident. Typiquement, la substance, la quidité d'une pomme, c'est d'être une pomme, c'est d'être le fruit du pommier, okay, c'est d'avoir globalement une certaine forme et tout. Et les accidents, c'est le fait que d'être elles ne donnent que par les accidents, mais dans leur quidité, elles sont une, alors elles sont comptées comme une. Les émodinales, la rave, il dit maintenant que je pose cette notion, ce critère philosophique, on va dire, je suis d'accord avec le Reived, mais Mashama, Sheshne, Abinyan Av, Emidach. C'est vrai que les deux Binyan Av, Mikato Bechad et Binyan Ketuvim, en réalité, c'est une seule. La différence entre les deux n'est pas substantielle. Benéhem, d'accord? Achar Shem Shavim Begeder. À partir du moment où finalement leurs paramètres sont équivalents. Veu hayot davar echad av asher yolid ma sheyesh bo min hakula ve'achumra lechol adomim elav, d'accord? C'est quoi leur définition? D'accord? Geder, c'est un peu comme définition, paramètre, définition. C'est quoi binyan av? C'est une chose qui est av, qui est donc père, qui va engendrer
ce qu'il contient en lui, mina kula vers khumra. Alors, kula et khumra, en réalité, ça va être les paramètres essentiels de tout ce qu'on va discuter ici. C'est-à-dire que chaque mitzvah, on va dire, chaque din, chaque proposition à l'Afrique, puisqu'on va parler en logicien, puisqu'on va le voir, on va retrouver le vocabulaire de logique formelle, chaque proposition à l'Afrique, en fait, et plus précisément, chaque proposition à l'Afrique va être l'énonciation d'un sujet à l'Afrique et d'attributs à l'Afrique. Et les attributs d'un sujet à l'Afrique, ça va être des coulottes ou des khumrot. Pas coulottes et khumrot en termes de sociologie religieuse, ah oui, je suis Meki, je suis Mahmir, c'est pas la question. Mais dans des termes de paramètres, on va le voir. On va donner un exemple classique pour tous ceux qui ont déjà fait Arba Avot Nezikim. Okay, la khumra de Keren dans Reshut Arabim par rapport à Shen Veregel, parce que Shen Veregel dans Reshut Arabim, c'est pas tour. C'est Chayav Chatzi Nezek. Je traduis parce que ma femme m'a dit il faut toujours traduire tout ce qu'on enseigne. L'aspect plus strict d'un dommage causé par un animal agressif dans le domaine public par rapport à un normal et attendu d'un animal dans le domaine public, c'est que si un animal cause des dommages par son comportement normal dans le domaine public, le propriétaire n'a pas à payer les dommages, alors que si l'animal crée des dommages par un comportement agressif et donc non habituel dans le domaine public, alors il est tenu de payer la moitié des dommages. Donc le fait de payer la moitié des dommages par rapport au fait de ne pas payer de dommages, c'est une khumra par rapport à une kula. Et en réalité, à chaque fois, la Gemara, et déjà la Mishnah, elle fonctionne comme ça. En définition, les khumrot et les kulot de chaque halakha particulière dans un domaine donné. Okay. Et donc, je reviens à ce qu'on nous disait. C'est quoi un binyan av? C'est-à-dire qu'on va avoir un verset qui va nous enseigner une halakha, et cette halakha-là va être conçue comme le père qui contient donc c'est un sujet halakhique qui a des attributs de kulot et de khumrot et qui va les engendrer et qui va donc les conférer à les chol adomim elav, à tous ceux qui lui ressemblent, d'accord? De la même manière que un père engendre des enfants et que ces enfants lui ressemblent et que les enfants héritent de qualités physiques. Binyan Av, c'est ça, c'est-à-dire il y a des halachot pères qui transmettent leurs khumrot et leurs kulot à des halachot filles. Et le fait qu'il y ait un seul père ou deux pères, bon, je ne veux pas de commentaires sur le mariage pour tous, ce n'est pas le sujet. Ça change rien à la démarche qui permet d'apprendre. Okay, vous voyez bien, il parle en termes logiciens et il dit ici, il ne parle pas du din, il parle de la logique de la chose. On va tirer d'un principe des conclusions pour des conséquences, un transfert de propriété d'un principe vers des conséquences, et il dit que ce transfert se passe à partir d'un principe ou d'un principe simple, d'un double principe, ça ne change rien, ça fonctionne pareil en termes de logique. Donc c'est une seule mida. Qui a code d'avoir ça, d'accord? Tout ça c'est la même chose. Vous les avez dit et donc c'est logique que binyanav mikatov echad et binyanav bechuvim, ça compte comme une seule mida. Évidemment, bon, on va en parler parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la braïta de Rabbi Ishmael, ce n'est pas juste la liste. C'est la liste, et ensuite, il y a 13 petits chapitres
où on va dire, voilà, Kal Vachomer Ketzad, le Kal Vachomer, comment ça fonctionne, et on va donner un passouk de la Torah pour montrer qui est la source de cette mida et comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, son commentaire, ici, il est structuré comme ça, très longue. Ensuite, il va continuer à commenter les exemples que donne la Mishnah. Donc, nous, je pense qu'on naviguera dans le commentaire. Une fois qu'on aura fait Kal Vachomer, on ira faire l'exemple du Kal Vachomer, etc., etc. On ira un peu en parallèle, parce que sinon, on va s'y perdre. Et d'ailleurs, déjà de nous balancer des choses sur Binyanav, il nous dit, bon, je te l'expliquerai dans 50 pages. C'est bien. וגם כלל שהצריך לפרט, עם פרט שהצריך לכלל, d'accord? Et de la même manière, le cas général qui a besoin du cas particulier, avec le cas particulier qui a besoin du cas général, shte mida achat, ça aussi c'est une seule mida, les fiches hema mimaout echad, parce que elles partagent la même substance. Asher l'ensemble du sujet, sur la généralité du sujet. Oh, chez Ilmod, et accidental, ça veut dire oh, chez Ilamed, Aklal, Din, Mima, chez Yatsa, Bechelet, Mimenu, chez Ilmod, pardon. Soit que le cas général apprend un din, voilà, une halakha. Mima, chez Yatsa, Bechelet, Mimenu. Donc, le klal apprend Béophane, chez Bézé, Yechlol, l'école à klal, non? Un peu, le langage est compliqué. Soit que le cas général apprend un din, du fait qu'il y a un cas particulier qui en a été sorti de telle manière que ça revient à être. Ou à l'inverse, ou à l'inverse, qu'on a un cas particulier qui tire son enseignement du cas général pour en déduire qu'il est identique au cas général. Et c'est le. Faut baisser, pardon. Autrement dit, pour le dire dans des mots plus simples, et on le verra, mais ce n'est pas pour tout de suite, en fait, dans les mots, on comprend bien. Un cas général qui a besoin d'un cas particulier ou un cas particulier qui a besoin d'un cas général. C'est-à-dire, soit on a un cas général qui est indéfini et dans un certain verset, et dans un autre verset, on nous donne un cas particulier de ce cas général qui lui est défini, et donc on comprend que ce qui a été défini dans le cas particulier s'applique au cas général. Ou à l'inverse, on a un cas particulier qui n'est pas défini, mais qui est inclus dans un cas général qui lui est défini, et donc on déduit les propriétés du cas particulier des propriétés énoncées pour le cas général. Et dans les deux cas, en gros, on a deux psukim, un particulier, un général, et on transfère les propriétés de l'un à l'autre. Mais en fait, c'est juste qu'on va apprendre on va appliquer les propriétés du cas particulier au cas général et réciproquement. Mais fondamentalement, ça fonctionne de la même façon. Et donc, de toute façon, en fait, on en vient à avoir un enseignement sur le cas général. Mais c'est des choses où finalement, on apprend que c'est la même règle pour tous les cas particuliers du cas général. Donc, ça revient au même. Donc, de la même manière, ça c'est aussi deux midot uniques. Omna, quand le Révet dit
les filles de Varav, ou les filles Dati, je sais pas, les filles Dati, à mon avis, l'Odak basé. Il n'a pas été assez précis là-dessus. Les filles chez Hem Nifdalim Bemaout, parce que leur essence est fondamentalement différente. Chez Achad Mehem, Yilmod Adavar Me'atzmo, Vachenu ou Limud Mizulato. Ça, c'est une distinction qui va revenir très souvent, en particulier dans le Kal Vachomer, dans la construction du syllogisme du Kal Vachomer. Il dit, dans l'un des cas, on apprend les propriétés de la chose elle-même, c'est des propriétés internes, alors que dans l'autre cas, on apprend les propriétés de quelque chose qui est extérieur au monde. Donc, il y a un cas, c'est interne, c'est une leçon externe. Dans un cas, il va y avoir une élucidation des propriétés internes. Dans l'autre cas, il va y avoir un transfert des propriétés depuis l'extérieur. Vezeki, Davar Alamel Meinano, ou Kemo Lotignov. C'est quoi Davar Alamel Meinano? Une chose qu'on apprend du contexte. D'accord. Quand on dit une chose, ici, c'est donc un din. D'accord. La propriété à l'Afrique d'un sujet. Le prototype de ça dans la Torah, hein, c'est l'Otignov dans fait un peu de Beth Midrash ou même de Talmud Torah, chez Daber Begonev. Quand on dit l'autre, des êtres humains. Et la manu meignano. Et ça, de quoi on l'apprend? On l'apprend du contexte de Aseret Adibérot. D'accord? Asher bo ou katou, où c'est écrit l'otignov, vezé chez okatouv et celle l'otirtsa, et l'otin af. C'est écrit juste après, tu ne commettras pas d'assassinat, tu ne commettras pas d'adultère. Asher hem mechouyavé mitat beddin. Or, on sait, parce que c'est dit ailleurs dans la Torah, que le meurtre et l'adultère sont passibles de mort par un tribunal humain. L'Otignov, qui est écrit dans le même contexte, on apprend de là que c'est forcément un vol qui est passible de la peine capitale. Ve'im ken gam gonev ze lo yiyet. Et là, begneva sheyitrayev alia mitat bedin ve'ugonev nefashot. On n'est pas passible de la peine de mort parce qu'on a pris des otages. Et donc, on l'apprend du contexte. Et donc, on voit bien qu'on a transféré à ce Lotignov, et c'est même plus qu'un transfert, en fait, c'est une définition de qu'est-ce qu'on est en train de parler. Hein. On l'a déduit du contexte, donc on l'a déduit de l'extérieur. On a pris la propriété de passible de la peine de mort, de l'interdit d'assassinat et de l'adultère, et on l'a transféré sur le Lotignov pour définir de quel Lotignov on parle. Omnam, à l'inverse, d'avoir à la même mais sopho, on rend quelque chose de la fin du sujet, ou d'avoir à la même mais atzmo, mais machénémar beau les basov. C'est un enseignement interne au même sujet, mais qui est enseigné à la fin du développement. Kemo chez Lamadnou, les bêtes aminouga, quand on parle des maisons qui sont frappées de tsararat. Okay. Shamrou, d'accord, Shamrou, les Chachamim m'ont dit, voilà,
que le pasuk dit Venatati negat saraat bebet eretz achisatrem. D'accord, le pasuk dit je frapperai d'une plaie de tsaraat votre maison dans la terre de votre possession, donc dans la queue en Eretz Canaan. Eno elab, donc les Chachamim ont dit Eno elab et Baït sheyeshbo avanim ve'aritzim ve'afar. Les seules maisons qui sont susceptibles d'être concernées par les lois de Sarah, c'est les maisons qui sont construites avec et des pierres, et du bois, et de la terre. Ça, on l'apprend de la fin du paragraphe de la Torah qui décrit toutes les halachot de la tzara des maisons. D'accord, qui dit si jamais la tzara s'étend trop, il va falloir démolir, démonter, déconstruire les bois et les pierres et la terre. Et donc, du fait que la fin de la description de la route de la défaire le bois et la terre, le bois et les pierres et la terre de la maison, donc on comprend que ces choses-là sont constitutives de l'essence des maisons qui sont concernées par ces lois-là. Et donc on comprend voilà, que à la fin du développement, on était dans on nous dit que cette maison-là, il faut détruire ses pierres, sa terre et son bois. Donc, on en déduit à l'intérieur du même sujet que dès le début, quand on parle d'une maison, c'est des maisons avec du bois, de la pierre et de la terre. Et donc, bien que Davar Alamé Mignano et Davar Alamé Tissovo, c'est bon d'ailleurs, Tralfim, normalement, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire échanger. Okay, en réalité, là, je pense qu'il y a une influence du vocabulaire logique arabe, parce que irtilaf en arabe, c'est un désaccord. D'accord, c'est une opposition. Donc ici, mitralfim, il faut plutôt le comprendre que voilà, elles correspondent pas l'une à l'autre, okay, en termes de fonctionnement. Sha'achad lamad mi'atzpon, d'accord, d'avoir la ménétsoko, c'est quelque chose où on apprend du sujet à partir du sujet lui-même. La chénie, lamad mezuator, que dans le d'avoir la ménémiano, on apprend quelque chose du sujet à partir de son contexte qui et pas avec 13. Vechen Amar, Arav, Rabbi Abudraham, c'est Shurunten. Donc l'autre commentateur, Rabbi David Abudraham, Beshem Rabbeinu Saadia, il dit comme ça, effectivement, Sheu Moné, Klal Ufrat, Ufrat Uchlal Leachat, Vedavar Alamen Minyano, Vedavar. Mais donc, Rassag, lui, pour retomber sur les 14, il va regrouper deux autres midotes, qui sont Klal Ufrat et Prat Uchlal. Attention, c'est pas celle dont on a parlé tout à l'heure. Hein. C'est pas Klal Sheu Tsaïr Lifrat et Prat Sheu Tsaïr Lifrat. C'est deux autres, c'est Prat Uchlal et Klal Ufrat. D'autres midotes. Et donc, lui, il dit que le Rassag a regroupé ces deux-là pour retomber sur 13, et lui dit, je ne suis pas d'accord, qui Elou Ashtaim, Hem Nivdalim, Bemaout Belimud. Parce que comme il va le développer, parce que dans l'une va sortir le din, enseigner le din pour le cas général. Je ne sais plus exactement ce qu'il veut dire exactement ici. Il va nous montrer que c'est fondamentalement différent. Donc, en fait, c'est deux contraires. Donc, comment on peut dire que c'est la même unité?
ou Pashlan Chada. Donc il se retrouve encore avec 14, et donc il y en a une de trop. Pashlan, Pashlan, ça veut dire quoi? Pashlan, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais ça veut dire, en gros, il y en a une de trop. Il faut en enlever une. Non, littéralement, ça veut dire ça. Ça veut dire, normalement, compte comme les deux d'avoir à la med. Aval lo hu nahlo, le marche, et klal ufrat uchlal, echad. Mais il ne compte pas, contrairement à Rassag, les klal ufrat et ufrat uchlal comme une seule. Veitiv le mar baiser. Et là, chez les Dati, en amstrichim le mar, ou les echad lo, ou les ached lo elu velo elu. Donc il dit, il n'y a pas besoin finalement de les, en fait, il y en a 14. Mais en réalité, qu'il y en ait 14, ce n'est pas un problème. Compter Binyan Av, enfin, d'aller compter Klal Ufrat et Frat Uchlal comme une seule, ou d'avoir à la main Minano et d'avoir à la main Soto comme une seule, parce qu'en réalité, même comme ça, il n'y en a pas 14. Il va nous dire pourquoi. Et là, Hayetera, Him Midat, Shne Ketuvi, Amachishin Zeedze. La dernière Mida, d'accord? Vechal Shne Ketuvi, Amachishin Zeedze. Et Ata Yachol, Ad Sheyavu Akatuv Ashishi V'Yachir Benem, d'accord? Deux versets qui se contredisent jusqu'à ce qu'il y ait un troisième qui vienne résoudre la contradiction. Il dit, en fait, celle-là, donc c'est la dernière, donc c'est, vu qu'on a compté d'avoir la Minyan et d'avoir la Minyan comme deux, donc c'est la 14e, mais en fait, cette 14e-là, elle n'est pas comptée dans le Minyan, va-t-il nous dire. Chez les Dati, en Amida, chez la Torah Nidreshet Ba. En fait, ce n'est pas une méthode d'interprétation de la Torah. Les Gab Rabbi Ishmael, Lomana, Becha, Yud Gimel Midot Shema. Et en réalité, quand Rabbi Ishmael, il ne la compte pas comme la 13e. C'est une mida qui est hors liste parce que ce n'est pas une mida d'interprétation de la Torah. C'est assez fort. Les Tam Gadol, Yesh la Loubezé. Et en fait, on a une raison absolument contraignante de dire ça. Veuki a midot Torah nidreshet bahem. Les midot qui servent à interpréter la Torah. Hem otam. שעל ידיהם אנו דורשים ומולידים דבר התורה מזוורותינו, שאינה כתוב בתורה בהדיא. C'est quoi les midot qui servent à être doresh la Torah, à interroger la Torah? C'est les méthodes qui nous servent donc à interroger la Torah et à faire naître la parole de la Torah, une chose de Torah, à partir de notre raisonnement, sachant que ce n'est pas écrit dans la Torah. D'accord? C'est ça être Doresh la Torah. S'il y a des choses, ce n'est pas écrit dans les psukim, et nous, on va appliquer des méthodes d'interprétation qui nous permettent de déduire des choses qui ont le statut de la Torah, mais qui ne sont pas écrites explicitement dans les psukim. Onam, mais alors à ce moment-là, Shne Ketuvim Amachishin, d'accord? Deux versets qui se contredisent. Sheakatuv Ashishi Hu Amachia. Et on a besoin d'un troisième verset pour résoudre la contradiction. Elle a nous dorshim baiser d'abord, mais ça, on n'a rien produit, en fait. Okay? Et là, Katuvu Amachia Gadoresh, c'est le troisième verset qui vient donner la réponse. Donc, on n'est pas là à aller interroger les versets pour aller dire quelque chose qui n'est pas dit dans les versets. Au contraire, on a une contradiction entre deux versets et on ne peut rien faire et on est obligé d'attendre un troisième verset qui, lui, nous fait la dracha. Donc, c'est la Torah qui s'interprète elle-même. Ce n'est pas nous qui interprétons la Torah. Les midot, c'est des outils qu'on a en main et qui vont nous aider à interpréter la Torah. Midazo, la madnu, l'imedenu, Rabbi Ishmael, d'accord? Et avec cette mida-là, donc Rabbi Ishmael nous dit, Shelo nidrosh ba, zeshama, d'accord? C'est que, au contraire, Rabbi Ishmael, c'est une anti-mida. C'est-à-dire, non seulement ce qui va être Doresh, c'est le troisième pasouk, mais que quand tu as une contradiction frontale entre deux psukim, tu ne peux pas être Doresh. Tu n'as pas l'autorisation, toi, de t'emparer de la chose et d'être Doresh
On est obligé. שניירא לנפשותינו, שלא תיגע בהם יד שכלנו להכריע בין שתי הכתובים המכחישים זה. D'accord? En fait, c'est un avertissement, c'est une mida interdit l'interprétation, contradiction frontale entre deux psukim, eh ben, on ne peut pas s'emparer de ça et dire, bah voilà, logiquement, moi je pense que on va favoriser tel verset plutôt que tel verset. Là aussi, je ne sais pas si lui en est conscient, mais l'arrière-plan de ces discussions-là, alors je ne sais pas si c'est l'arrière-plan, en tout cas le contexte culturel plus large, il y a évidemment dans le Coran, il y a plein de versets contradictoires, ou alors est-ce qu'on... Désolé, il n'y avait plus le son, j'espère que ça ne fait pas trop longtemps que ça a zappé. Oui, c'est vrai. MC. Donc, je répète pour ceux qui ont raté, en fait, il nous explique que les trois dernières midotes, c'est des midotes où c'est la Torah qui s'interprète elle-même, et que donc c'est des midotes de non-interprétation. Vérod, et en plus, en quoi est-ce qu'elle diffère? Qui en anu dorshim ou mechatshim bahem davar et là im hem le gilui be'alma. Parce qu'en plus, en fait, on ne va pas déduire des nouvelles propriétés, on va juste les dévoiler. Vezé ou gnevat nefashot. Même dans davar al-mel meinyano, en fait, quand on parle de vol, le vol c'est une catégorie très générale et voler, ça peut aussi vouloir dire kidnapper. Donc, c'est pas qu'on a un din. On avait vu que quand on en avait parlé, c'était compliqué de comprendre ce qui se passait. Parce qu'en fait, ce davar à la... c'est pas qu'on va propriété à l'Afrique de Gneva, de Gnevat Nefash, c'est qu'on va définir, on va élucider de quel Gneva on parle. C'est pas comme on va dire quand on parle de Keren, de dire c'est quoi le din de Keren? C'est on paye la peine capitale. De quel Gneva on parle? Donc c'est ça qu'il appelle Gilouï. On va révéler, on va expliciter. Parce que la maison dont on apprend à la fin du sujet que c'est une maison qui doit être faite de pierre, de bois et de terre. En réalité, là aussi, on n'apprend pas un digne de la maison. On ne nous dit pas que la maison, si la tâche sur le mur est comme ci, comme ça, alors il faut faire ceci ou cela. On parle, donc c'est une approche additionnelle. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est juste de dire, voilà, quand le verset dit une maison, il parle plus spécifiquement d'une maison qui est faite de pierre, de bois et de terre. Et là, chez Sopho, Gila Zéadavar, c'est juste que, voilà, c'est explicité ailleurs, mais ce n'est pas le digne de la maison. Verchen, Beshne Ketuvim, etc. Et là, on avait pareil pour les deux versets qui se contredisent, d'accord?
ואם כן, אין לנו, אין אלו דומות ושוות ליוד ג' שמנה. Et donc, en fait, et amitud dvarenu. Et regarde à quel point ce qu'on dit est vrai. Qui be'elu aussi vav. D'accord, quand on prend la liste, il y a un vav. Okay, on ne nous dit pas, regardez, on ne dit pas. Génération sans le vav, okay, sans le et. Et c'est que à la fin où on nous rajoute davar alamel ve'imiano ve davar alamel misofo ve'chen shne ketuvim, etc. Ah, les 132, version dans la Tchila le matin, elle a des vagues. Ah, Ça va être rajouté après. alors c'est pour ça qu'il faut se méfier des Il il y a plusieurs versions et en particulier il ne faut pas faire confiance aux sidorim. Il faut, alors à part si c'est des sidorim qui ont vraiment été édités par des talmidei chachamim et que là je prends ma casquette d'éditeur. Les sidorim, c'est ce qui se vend le mieux. Parce que, Baruch Hashem, même le moins instruit des juifs, les sidorim, c'est un produit d'imprimeur à la base. C'est des gens, alors ils ne font pas n'importe quoi, ils ont des conseillers, et puis ils connaissent cette fille, etc. Et ils ont des équipes de correcteurs, de grammairiens. Mais les correcteurs de sidorim ne sont pas forcément des gens qui sont des philologues et qui ont étudié pendant 40 ans la girsa exacte de la tfila, et qui en plus, souvent sont influencés par la girsa à laquelle eux ils sont habitués dans leur keila, d'accord? Donc finissons quand même. Shama davar alamen meinyano et davar alamen sofo. etc. מה שלא עשה ביוד ג' שהוא לומר ששלושה אלו ושלוש אלו הן קשורות le masculin féminin c'est pas toujours son fort hein. הן קשורות שהן בלתי שוות לאחרות. D'accord, ces trois elles sont liées, elles sont pas équivalentes aux 13 premières. והמה יחד דומות ושוות זו לזו. D'accord, par contre elles forment un כאשר נבוא לפרש המשל בכל אחד ואחד מהן, עניף ידי שנית על זה ושם נביה בכל. Tout ça, on va le développer. Voilà, je me permets de te dire d'aller voir là-bas. Donc, ok. Donc, maintenant, on a compris qu'il y en a 13, mais en fait, il y en a 16. Et que essayer de faire rentrer les 16 dans les 13, ça pose des problèmes logiques. Et que donc il y a deux moyens de résoudre ça. Soit de dire, en fait, il y en a 14, mais la 14e ne rentre pas dans le compte. Soit de dire carrément, oui, il y en a 16, mais les 3 dernières ne sont pas dans le compte. C'est deux sens différents. C'est 13 plus 3. והחלק השני, באופן חילוק המידות, באיך הולידם השכל. Maintenant, en deuxième partie, comment est-ce qu'on va les distinguer les unes des autres et comment elles naissent de l'intellect. כבר אמרנו כי כוונת נותן התורה יתברך שמו באלו המידות הידע כדי שלא לכפול הדברים ולקצר בלשונו. הקדוש ברוך הוא qui nous a donné la Torah, pourquoi est-ce que il a voulu nous confier ces midotes-là? C'est intéressant aussi là, d'accord, comme démarche, parce que c'est des midotes rationnelles et c'est des midotes qui sont révélées. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est pas parce que c'est de la révélation que c'est de l'irrationnel et de l'arbitraire. C'est pas parce que c'est du rationnel que c'est de l'immanent. Et donc pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donné Torah Shebirtav et Yud Gimel Midot? Eh ben pour ne pas avoir à répéter toujours les mêmes choses et pour avoir un discours qui soit relativement concis. Les trilat kol davar ratsa
שאם יאמר דבר בנושא אחד, שלא יצטרך לשוב לאומרו בכל הנושאים אשר בהם ייפול אותו הדבר. Bon, c'est donc, à la base, c'est ça l'idée, c'est que si il dit une chose à propos d'un sujet, qu'il n'y ait pas besoin de redire la même chose à travers tous les mêmes sujets qui sont concernés par le même din. D'accord? Et là, chez Yilmedou, misé ané marbo, mais qu'on déduise de ce qui est dit et qu'on l'étende aux autres cas. Là aussi, petite parenthèse comparatiste, c'est un débat qui existe en islam aussi. C'est-à-dire qu'il y a certaines écoles de jurisprudence islamique qui réfutent complètement cette notion-là. Ça s'appelle, on va le voir, le terme très générique en hébreu, finalement, ça va être hekesh, d'accord? D'aller relier deux sujets et de déduire ce qui a été dit dans un sujet A et de l'appliquer à un sujet B dont on a montré la connexion. C'est un hekesh, d'accord? On va établir des liaisons. En arabe, ça s'appelle qiyas, c'est la même chose, d'accord? Qiyas, vous voyez qu'il y a le kouf et le sin, ok? C'est la même racine que dans un hekesh, où le he fait pas partie de la racine, ok? Donc ce hekesh qiyas, la plupart des écoles de droit islamique l'utilisent. Il y a certaines écoles qui refusent, au nom d'une pureté que non, on peut pas déduire rationnellement des choses qui ont été qui relèvent de la révélation divine. On peut que appliquer ce qui a été dit explicitement. Mais bon, tu te retrouves avec une jurisprudence qui mène à rien, parce que finalement, comme on te le dit, aucun texte ne peut énumérer tous les cas possibles. On s'en sort pas. On est obligé d'avoir des généralités et d'apprendre des règles de déduction pour appliquer à des cas particuliers la règle générale. Et en réalité, si on remonte historiquement très avant, c'est vrai que c'est un grand chidouche de la Torah. C'est-à-dire parce qu'on a maintenant la littérature mésopotamienne, babylonienne, etc., qui est aussi préoccupée de faire des listes et d'énumérer des cas. Alors chez les Babyloniens, comme vous vous en doutez, mais c'est vérifié par l'épigraphie, leur grand truc, c'est l'astrologie et les signes, d'accord, des trucs superstitieux, des histoires que s'il y a une fourmilière à côté d'une porte, alors ça veut dire qu'il va se passer tel truc et tel truc. Des trucs complètement idiots, mais on peut, comme disait Gershom Scholem, il y a certaines choses qui sont absurdes, mais l'étude de l'absurdité est une science. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire on peut construire un savoir formel sur des ch'touillottes, okay, sur des superstitions. Et donc, la science mésopotamienne, c'est rempli de ça. C'est construire un savoir formel sur des ch'touillottes. Sauf que ce savoir formel, il n'est pas justement systématisé. C'est-à-dire, ça va être des listes. Alors, s'il y a une fourmi à droite de la porte, alors ça veut dire ça. S'il y a une fourmi à gauche de la porte, ça veut dire ça. S'il y a deux fourmis à droite de la porte, ça veut dire ça. S'il y a deux fourmis à gauche de la porte, et des listes et des listes et des listes comme ça. Mais en réalité, les conclusions, on va vous énumérer des listes avec 60 cas de fourmis à droite et à gauche. Mais le din, ça veut soit dire A, soit B, soit C. Mais ça leur est jamais venu à l'idée d'avoir des klalim. De dire s'il y a un nombre impair de fourmis à droite, ça veut dire A. S'il y a un nombre pair de fourmis à droite, ça veut dire B. Non, ils vont te faire la liste, il y a une fourmi, 3 fourmis, 5 fourmis, 7 fourmis, etc. Truc délirant, vraiment délirant. Okay. Et donc, pour nous, ça nous paraît une évidence de dire, non, on va faire des catégories, on va pas faire des listes à l'infini, on va essayer de trouver une logique, et puis on va donner un cas général, on va dire un cas particulier, mais faut comprendre que en moins 700, à Ninive et à Babel, c'était pas comme ça. Véné, alimoudiye, les davar mi davar, acher. Et donc on va apprendre d'une chose à partir d'une autre chose. O mi peate yitron, soit que ces deux choses-là sont comparables, il y en a une qui a quelque chose en plus par rapport à la première, ou mi peate shivouille, ou parce que elles sont égales, on va dire ce que je veux dire.
O hadimoui ashabenem, ou parce que elles ont une ressemblance. Et de la même manière, à Yitron, s'il y a une inégalité, s'il y en a une qui est plus que l'autre, Yiye Yitron Negdi, soit cette inégalité entraîne une opposition, soit O Yitron Odef, soit il n'y a pas d'opposition, mais il y en a une qui est juste qui surpasse l'autre. Umishne elu aminim nolad midat kal vachomer. Et de ces deux sortes-là, d'accord, soit une inégalité oppositionnelle, soit une inégalité, on va dire, graduelle. C'est avec ça qu'on va construire justement le Kal Vachomer. Le Kal Vachomer, vous inquiétez pas, on va y passer des semaines. Et donc, puisque c'est le Kal Vachomer qu'on va parler en premier, le Kal Vachomer qui va fonctionner à partir de Kula Vechumra, donc avec des propriétés qui sont des coulottes, c'est-à-dire des propriétés qui sont relativement moins dures, et Khumra et des propriétés qui sont relativement plus dures. Mais bon, on dira Kula Vechumra après parce qu'on va jamais s'en sortir. Hine Yilmodbo Alamed Minamelamen, Yoto Negdi Elav. Alors là, ils rentrent déjà dans le détail. Okay, et là, c'est des termes qui vont revenir tout le temps, donc il va falloir bien comprendre. Il parle du Lamed et à Melamed. C'est-à-dire que dans chaque Kal Vachomer, on va avoir deux cas. Okay, je prends le cas paradigmatique qui est dans la Torah. C'est à la fin de Parashat, si je ne me trompe, Chukat, avec Myriam et la Tzarat. C'est Chukat, je dis pas de bêtises? C'est Chukat ou... C'est bon déjà. Bref. Cette histoire où Myriam et Aaron ont l'air de faire un reproche à Moshe Rabbeinu qui s'est séparé de sa femme, et que là, Dieu intervient, en disant, mais pourquoi est-ce que vous en voulez à Moshe Rabbeinu, et que Myriam est frappée de Tzarat, et là, qu'est-ce qu'on fait, machin, et tout, c'est quoi le din? Et là, le verset dit quelque chose d'absolument incroyable. Il dit, et si son père et sa mère lui avaient craché au visage, n'est-ce pas qu'elle irait s'enfermer 7 jours dans sa chambre de honte? Et donc, Kal Vachomer, quand c'est la Shrina qui la réprimande, qui la gronde, et donc, elle va aussi être enfermée pendant 7 jours. Donc là-bas, parce que c'est le cas classique de Kal Vachomer, et c'est là-dessus qu'on va travailler, même si en fait, il y en a beaucoup d'autres. Mais Kal Vachomer, ça va fonctionner comme ça. Il y a ce qu'on va appeler le Lamed, qui est donc, le Lamed, c'est le substantif qui est à partir de la forme Kal, de la forme première du verbe, la forme légère du verbe. Donc celui qui apprend, d'accord. Donc c'est le din qu'on ne connaît pas, qui a besoin d'apprendre. Là ici, combien de jours est-ce que Myriam doit être recluse parce qu'elle s'est fait réprimander par Dieu? On ne sait pas combien de jours. A priori, il n'y a pas d'autres versets dans la Torah qui nous dit combien. Mais par contre, le Melamed, c'est le verset qui est explicite, qui nous dit, qui est juste avant en fait, qui nous dit si son père ou sa mère lui avait craché au visage, elle s'enfermerait 7 jours. Donc là, on a si c'est le père et la mère, alors c'est 7 jours d'enfermement. Ça c'est le Kal, et le Chomer c'est la Shrina, et donc le même din au moins va s'appliquer. Et j'anticipe un petit peu. Ce qu'on va apprendre en même temps que ça, et toute la question va être l'articulation des deux, c'est ce qu'on va appeler Dayo. Dayo, Ladin, Liot Kenidon. Il
il est suffisant pour la propriété qu'on apprend d'être égale à celle dont on l'apprend. D'accord ? Et comme on va le voir, dans quelques versets, la Torah nous dit quelque chose d'incroyable. Elle nous dit, si déjà pour son père et sa mère, elle devrait s'enfermer 7 jours, Kal vachomer que pour la Shrina, parce que si Dieu te crache au visage, c'est beaucoup plus grave que si c'était tes parents qui te crachent au visage. Donc tu vas me dire, si les parents c'est 7 jours, la Shrina c'est combien de jours? Alors je vais dire c'est au moins le double, tu vois, 14 jours. Mais le passage nous dit, ben non, mais là aussi c'est 7 jours. Bon. Donc on va pas, c'est pas parce que on va la Kula qui a la Kula Aleph qui a la propriété bête est plus légère que Gimel, que le Gimel va avoir une propriété plus forte que bête. On va lui transférer la même propriété bête que le Aleph avait. Parce que sinon, si on n'a pas ça, comme on va le détailler, on ne saurait pas où s'arrêter. Parce que si la grandeur divine est l'honneur divin est incommensurable à l'honneur des parents. Donc tu me dis pour l'honneur des parents c'est 7 jours. Donc la Shrina, ça va être quoi? Ça va être 14 jours, ça va être 77 jours, ça va être 7 ans, ça va être 7 cycles cosmiques, j'en sais rien. Donc on dit non, à ce moment-là, 7 jours pour les parents, donc c'est au moins 7 jours pour la Shrina, mais c'est pas plus de 7 jours. Okay, mais donc on va avoir comme ça, le din des parents, c'est ce qu'on va appeler à Melamed, puisque c'est ça qui va nous enseigner le din, et la Shrina dont on ne connaît pas la propriété, ça va être le Lamed, d'accord? Et vous voyez que déjà se met en place comme ça une sorte d'équivalent du syllogisme, parce que le syllogisme, je rappelle rapidement, c'est tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Les deux premières, on va appeler ça les prémices, et la dernière, on va appeler ça la conclusion. Il va y avoir une prémisse majeure et il va y avoir une prémisse mineure. On va essayer de retrouver ce vocabulaire, mais ici, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire, si on voulait un peu artificiel prendre les mêmes termes, on dirait que le Melamed, c'est la prémisse majeure, d'accord? Tous les hommes sont mortels. Le Lamed, c'est la prémisse mineure. Or, Socrate est un homme, parce qu'en fait, dans la prémisse majeure, on a tous les hommes, c'est le sujet, sont mortels, c'est l'attribut qui est connu. Okay. La prémisse mineure, c'est on veut savoir est-ce que Socrate est mortel ou pas. Et donc, du sujet Socrate, on va apprendre la propriété mortelle de la prémisse majeure pour avoir dans la conclusion Socrate est mortel. Okay. Et là, c'est un peu pareil. Okay. Pour les parents, c'est 7 jours. Or, la Shrina, c'est plus que les parents. Donc, la Shrina aussi, c'est 7 jours. Okay. Ça ressemble un peu au syllogisme. Donc, je répète bien, Melamed et Lamed. Et donc, comment ça fonctionne? D'accord? On va déduire on va apprendre les propriétés du Lamed à partir des propriétés du Melamed. L'Ioto Negdei Elav. D'accord? Or, ici, dans le Kal Vachomer, contrairement au syllogisme, le syllogisme, c'est dans tous les hommes sont mortels, alors Socrate est mortel. Il y a un chivouille qui est justement la grande différence entre le syllogisme classique et le Kal Vachomer, c'est que dans le syllogisme classique, la prémisse mineure est un chivouille. On va dire Socrate égale homme. Socrate appartient à l'ensemble homme. Donc le sujet de la prémisse mineure est égal au sujet de la prémisse majeure. C'est un cas particulier de la prémisse majeure. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne un Kal Vachomer. D'accord? Au contraire, on va nous dire, le Kal Vachomer fonctionne justement sur le fait que la prémisse, le sujet de la prémisse majeure, ici les parents, est Kal, et le sujet de la prémisse mineure, la Shrina, est Chamour. Donc il y a une opposition. D'accord? Il n'y a pas une opposition au sens où ils sont des contraires, mais au sens où c'est deux sujets qui sont comparables, mais qu'il y a une inégalité qui fait que a priori ils ont des propriétés contradictoires.
Alors, en réalité, on verra si c'est comme si le cas des parents et de la Shrina, c'est justement une inégalité d'opposition, ou si c'est juste une inégalité de gradation. Voilà, je reprends donc. Parce qu'en fait, on rentre déjà dans le sujet. Faire vite. Peut-être après, ouais. On va finir. Alors, reprenons, sans reprendre le cas de la Shrina. Par exemple, si on prend Keren et Shen, ok, et qu'on veut essayer de faire un calvachomer de l'un à l'autre, alors on voit bien que ça fait à la fois partie du même sujet, mais que c'est deux sujets qui ont des propriétés différentes. Donc il y a une opposition de propriétés entre les uns et les autres. Ok, typiquement, voilà, dans le Keren, c'est demi-dommage, alors que Shen, c'est dans le domaine public, alors que Shen, c'est exemption de paiement. Okay, donc il y a une opposition à ce niveau-là. Ça, c'est plus clair. Et donc il dit comme ça. D'accord. Si le Melamed est kal, donc si le sujet de la première proposition est kal, mais qu'il a une propriété chumra, Mishiu negdi elav bezot akula, shebo aya le chumra. Si le deuxième sujet, lui justement, là où le premier sujet était kal, lui il est chamour. Yilmod ve'yaratik achumra mimenu elav minatamim shenema. Donc, ce qui fait que cette opposition-là, que le sujet A est kal et il a une chumra bête, et le sujet gimel est chamour là où A était kal. Alors à ce moment-là, cette opposition-là entre le kal de la première prémisse et le chamour de la deuxième prémisse au niveau du sujet va faire que le sujet chamour va récupérer la chumra du sujet kal. C'est clair ou je cherche un exemple simple parce qu'évidemment lui il donne que des exemples compliqués après tous les exemples qui vont casser ça. Alors, prenons le cas de Shen et Keren, même si en réalité ça va être beaucoup plus compliqué que ça, et que c'est pas comme ça qu'on enfin, c'est pas si évident que ça. Attends, je vais essayer d'en trouver un. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est compliqué. Il faut un exemple qui soit libadé le khata quand même. Oui, par exemple, même si on verra le détail. Si quelqu'un n'est pas zav, d'accord, il n'est pas en état de zav, il n'a pas cette maladie biblique qui fait un écoulement génital bizarre, etc. Okay. Et qu'il a une émission séminale. Cette émission séminale est impure et a certaines caractéristiques de l'impureté, je ne sais plus exactement dans le détail, on le reverra. Donc, en gros, si quelqu'un qui n'est pas zav, et donc qui n'a pas les chumrot du zav, son zera est tamé, Kalvachomer, quelqu'un qui est zav, son zera sera tamé comme quelqu'un qui était taor. C'est peut-être pas un très bon exemple parce qu'il faudrait qu'on voit les détails. Mais bon,
ça donne quand même une bonne idée, même si en réalité ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Mais le premier cas qu'on va voir avec Rabbi Tarfon, qui va être juste, ou alors avec la choupa, hein. Peut-être avec la choupa. Avec la choupa, c'est pas mal. Dans le mariage, il y a 2 étapes, on est d'accord. Il y a une étape préliminaire, qui sont les kiddushin, et il y a une étape finale, qui sont les nisuin. Okay. En réalité, ce qui effectue le mariage, c'est les nisuin. Bon. On n'est pas marié tant qu'il n'y a pas eu les nisuin. Kiddushin, c'est une étape, c'est pas un mariage complet. C'est les nisuin qui font que le mariage est complet. Et donc, typiquement, comment ça va se passer? Les kiddushin, ça va se faire, par exemple, quand on va donner un objet, on va donner une bague. Ça fait kiddushin. Une fois que l'homme a donné une bague à la femme et qu'elle l'a acceptée, ils sont pas encore tout à fait mariés, mais il y a eu kiddushin. Et ensuite, pour qu'il y ait nisuin, il faut qu'il y ait choupa. Bon, je rentre pas dans le détail de ce que ça veut dire exactement choupa, mais il y a quelque chose qui s'appelle choupa, en gros, de vivre ensemble sous le même toit. Ça s'appelle nisuin, ça s'appelle choupa, et c'est ça qui fait les nisuin. Okay, et c'est qui est efficient pour que le mariage soit effectif. Et pour faire les nisuin, kesef, ça marche pas. C'est-à-dire, tu peux pas faire kiddushin avec une bague, et puis refaire nisuin en donnant un collier. Okay, non. Il y a des choses qui marchent pour kiddushin. Kesef, ça marche pour kiddushin, mais ça marche pas pour nisuin. Et donc, après, il faudra qu'on voit, parce que en réalité, c'est pas si évident que ça. Mais la logique de la Gemara a l'air de dire finalement, nisuin, c'est plus difficile à faire. Il faut un acte plus efficace pour faire nisuin que kiddushin. La preuve, c'est que kesef, ça marche pour kiddushin et ça marche pas pour nisuin. Et donc, choupa, ça marche pour nisuin. Donc, c'est plus fort que kesef. Donc, si kesef, qui marche pas dans nisuin, mais qui marche pour kiddushin, voilà. Si kesef, qui marche pas pour nisuin, marche, choupa devrait marcher pour voilà. Je répète, parce que c'est compliqué. Si kesef, qui ne marche pas pour nisuin, marche pour kiddushin, d'accord, alors qu'elle va chomer que choupa, qui marche dans nisuin, marche aussi pour kiddushin. Yes. Okay. Or, ça, entre parenthèses, ça a des conséquences pratiques très très importantes, parce que, comme je l'ai dit, nisuin, choupa, c'est le fait d'emménager ensemble. C'est pour ça qu'on se met, nous, aujourd'hui, sous une choupa, que le chatan et la kala, où ils sont sous un dé nuptial. En fait, ce dé nuptial, c'est leur maison. C'est pour ça que quand on se marie, s'il y a certains d'entre vous qui ne sont pas encore mariés, il faut faire attention que la choupa, elle appartienne au chatan. Alors, il faut qu'il y ait eu que le chatan ait fait le kinyan, ait fait l'acquisition non seulement de la bague, qu'il ait fait la kiddushin, mais qu'il ait fait l'acquisition de la choupa. Parce que la choupa, c'est le domicile dans lequel il fait rentrer la kala qui effectue la nisuin. Okay. Et donc, ça veut dire que des gens, la halakha, elle est comme ça, elle est tranchée comme ça dans Shulchan Aruch, que choupa kona. C'est-à-dire que normalement, on fait kiddushin pour faire le kinyan, et ensuite on fait nisuin pour faire le gmar kinyan, mais quelqu'un qui n'aurait pas fait kiddushin, mais qui a fait choupa, la choupa, elle marche pour kiddushin et pour nisuin. Autrement dit, en pratique, quelqu'un qui s'est jamais marié ni à la mairie, ni à la synagogue, ni à l'église, parce qu'il y a des cas où un mariage à l'église, ça fait kiddushin. S'il y a une choupa dans l'église. Je vais te raconter le cas, il y a un cas de fou. Et que juste, ils ont emménagé ensemble. C'est des gens, ils vivent ensemble. Dans certaines circonstances, la littérature halachique, elle est pleine de discussions comme ça. Dans certaines circonstances, on va considérer qu'ils sont mariés.
Ah, mais on n'a pas de ketouba, on s'est jamais marié à la synagogue. Ben, je m'en fiche, vous vivez ensemble, vous êtes de facto mariés. Vous voulez vous séparer, il faut un get. Alors après, il y a des discussions à l'Afrique, chez Rav Moshe Feinstein, etc. De dire oui, alors ça dépend, en fait, vu que les histoires de mariage, ça dépend de la kavana, est-ce que les gens avaient l'intention de se marier ou pas, ça va dépendre des circonstances sociales. C'est-à-dire, parfois, le fait qu'ils vivent ensemble alors qu'ils auraient très bien pu facilement se marier peut être le signe qu'ils ne veulent pas être mariés. Mais il y a des cas où ils avaient des bonnes raisons de pas passer sous la roupa, et ils vivent ensemble, ben ils sont mariés. À l'église, je fais la parenthèse, c'est une célèbre tchouva du Rivash, Siman Vav dans les tchouvot à Rivash, où il y a le cas comme ça d'une femme marane, enfin même pas marane, mais enfin qui a fui les persécutions et les pogroms à Majorque, qui a été convertie de force à Majorque. Elle devait se marier, son fiancé a été tué dans les pogroms, elle a été convertie de force, et le meilleur copain de son fiancé lui a dit « moi je vais t'épouser », et ils se sont mariés, mais ils se sont mariés à l'église. Et après le gars s'est barré, et elle débarque à Alger, enceinte jusqu'aux dents. Elle dit « nous, il me faut un guet, je suis à Gouna ou pas ?» Parce que... Et donc là-bas, il y a toute une discussion de dire c'est pas parce que ils sont mariés à l'église que c'est pas un mariage valide, parce que c'est un mariage. Tous les gens qui sont présents sont conscients qu'ils sont en train d'assister à un mariage, et que en plus, c'est une église qui est remplie de juifs convertis de force, donc il y a des témoins juifs de ce mariage entre juifs. Et le Rivage dit, ils sont pas mariés. C'est le prêtre qui les a mariés aussi. Non, justement, il dit la raison cardinale pour laquelle ils sont pas mariés, c'est que à cette époque-là, au XIVe siècle, il n'y a pas d'échange d'alliances entre les mariés. C'est le prêtre qui donne les alliances. Donc il n'y a aucun moment où il y a eu alliance. Et donc reste la question, mais bon, peut-être qu'ils ont cohabité ensemble, donc ils sont mariés. Et là, il dit un truc extraordinaire. Et il dit cette histoire-là de dire que ils savent qu'il n'y a pas eu Kiddushé Kesef à l'église. Donc, ils ont eu la kavana de faire Kiddushin autrement, soit en vivant ensemble, soit en couchant ensemble. Et la preuve, c'est qu'elle est enceinte. Ça suppose que le Khatan, il ait eu la kavana de faire Kiddushin en faisant ça. Okay. Or, donc il faut une cheskat kashrut que le mec veut faire ça dans les formes. Or, comme ils sont convertis de force, elle a jamais pu aller au mikvé. Lui, il a couché avec elle, et donc il était chayav karet. Donc c'est un gars, il s'en fiche d'être chayav karet. Donc il n'a pas une cheskat kashrut de vouloir faire un mariage kasher. Et en plus, il s'est barré, donc c'est la preuve qu'il n'avait jamais voulu rester avec elle. Donc, t'es pas à Gouna, garde ton gamin, tout va bien. Bon, voilà pour un exemple de Kal Vachomer, où donc on a une opposition entre un sujet A, Kal, et un sujet B, Chamour, et le sujet A a une Khumra B, et donc le fait qu'il y ait une opposition entre la Kula du A et la Khumra du Gimel va faire qu'on va transférer la Khumra B du A au Gimel. Okay. Donc c'est ça qui dit qu'il y a une opposition entre les deux. Il dit, bon, ça, on va le détailler, l'analyser, machin. En fait, c'est Zeyetron Negdish, Melamed Kal, Lamed Chamour. Donc, c'est ça qui dit qu'il y a une inégalité d'opposition entre le Melamed qui est Kal et le Lamed qui est Chamour. Oh, imiye be'efach. D'ailleurs, on va voir que Kal Vachomer, ça marche dans les deux sens. Melamed Chamour, ve'yeshlo kula, mi sheyinaged elav bechumrazo, sheu kalba, Yilmol ve'yati kelav kulazo, que moi chez Noma. De la même manière, on peut avoir un Kal Vachomer où on va transférer une kula. Si on a un sujet A qui est Chamour et qui a une kula bête, et un sujet Gimel qui est Kal, là où le A était Chamour, donc on va transférer la kula du A au Gimel. Et il va nous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et je finis sur ce qu'il appelle Yitron Haodef, donc l'inégalité de gradation. Hinukul Vachomer Bechashivut, c'est un Kal Vachomer qui juge de l'importance respective, du poids respectif de l'un et de l'autre. Shim Amelamed Chashuv ou Mechashivuto Yesh Bochum Rama, Mi Sheyadif Alav Bechashivut, Yilmod Mimenu Veyati Kelav Ota Chumra. D'accord, si on a un sujet A qui a une certaine importance, et à cette importance est rattaché une Khumra B. Le sujet Gimel, qui est supérieur en importance au sujet A,
va apprendre du sujet A et on va lui transposer la Khumra B. Kemo akal vachomer shel shchina, de ha'av mipnei chashivuto etzel habat, d'accord? De la même manière, donc ici, dans la Torah, pour la Shrina et le père, d'accord? Le père a une certaine importance par rapport à la fille, ok? Im yarok yirak befanea tikalem shivat yamim, d'accord? Donc, l'importance du père par rapport à la fille fait que s'il lui crache au visage, elle va avoir honte pendant 7 jours. Mais kol sheken, a fortiori, chez la Shrina, que la Shrina, chez Odefet bechashivut alav, qui est supérieur au père en importance. Voilà. Donc, on voit en réalité, contrairement à ce que je disais au début, que le kalvachomer qui est paradigmatique, c'est pas un kalvachomer d'opposition, c'est un kalvachomer de gradation. Il va falloir voir effectivement la différence, parce que on aurait pu penser que kalvachomer c'est aussi une gradation. Lui, il le comprend en termes d'opposition. Il va falloir comprendre pourquoi. Veze shne mine a kalvachomer shenimar lekaman shehem kalvachomer de dina et kalvachomer de zvara kemo sheniver bedrat Hashem. Et donc il va nous dire il y a donc 2 types de kalvachomer. Kalvachomer où il y a une opposition entre un sujet A qui est kal et un sujet B qui est chamour, okay? Et ça, il appelle ça kalvachomer des dina. C'est un kalvachomer qui a une logique halachique. Alors que paradoxalement, le kalvachomer de Rodef, de gradation, de supériorité, qui est celui qui est écrit dans la Torah, alors celui-là, c'est un kalvachomer de Zohar. C'est un kalvachomer qui est basé sur le raisonnement humain, quoi. Okay. C'est fou, c'est-à-dire que la Torah, la révélation, va fonder tous les kalvachomer halachiques sur un kalvachomer de bon sens, en fait, j'ai envie de dire. Bon, je propose qu'on s'arrête là, et on continuera la prochaine fois, la fin de son introduction, et on passera ensuite au kalvachomer, et alors je vous l'annonce tout de suite, hein, j'annonce la douloureuse, kalvachomer, jusqu'en mars. C'est-à-dire on est à Daf Bet, ça va jusqu'à Kaftet. Okay. Donc c'est à peu près la moitié du sujet, les 2/5. Mais ça veut dire qu'après, ça va aller plus vite. Okay. Mais on va s'éclater et on va faire surtout plein de sougiotes Est-ce que le kalvachomer il va plus exploiter Pas forcément. Pas forcément, mais parce que je pense que... elle est structurante. Ouais, c'est ça, elle est structurante parce que c'est là qu'il va nous montrer effectivement comment ça fonctionne, les rapports entre 2 psukim, entre 2 dinim, et comment on analyse les éléments des uns et des autres, comment est-ce qu'il y a des substances et des propriétés, il y a des transferts de substances, etc., etc. Et puis, de fait, le kalvachomer, c'est vraiment celle qui est la plus dialectique, j'ai envie de dire, parce que c'est là où on va avoir des réfutations de kalvachomer. La Gemara, elle est remplie de ça, qu'on essaie d'établir des kalvachomer, et que on apporte des réfutations de kalvachomer. C'est pour ça que tu dis syllogisme ? Ouais. Okay. Et qu'ensuite on va contrer les réfutations de kalvachomer. Par des kalvachomer. Par des kalvachomer. De toute façon, quand on est dans un... Ouais. De toute façon, on verra. Il va détailler ça de manière très précise en montrant comment est-ce que c'est des réfutations internes, des réfutations externes, etc. Mais en fait, c'est des choses que si on a fait un peu de yeshiva, on a tous fait parce que c'est les choses qu'on voit au début de Arba Avot Nezikin, hein, d'accord, l'eau raisé qui est raisé, etc. Les hatzad achavé, tous les tzad achavé, en fait, c'est des histoires de kalvachomer et de réfutation partielle de kalvachomer pour élargir le sujet. Ok? Et la semaine prochaine, je le dis aussi, normalement, on aura la box ici, donc on aura une connexion stable. Donc tu me regardes parce que c'est toi qui vas gérer. Ok, d'accord. Donc on va se voir beaucoup cette année. On a un compte. D'accord. Ok. On a un compte, mais on n'a pas encore la box.